Bienvenue dans Talk to Me. Salut Arthur. Salut. Ça va, la forme? Bien, nickel, ouais. Bon, t'es le bienvenu. Tu ouvres le bal, on va dire, d'une nouvelle session, d'un nouveau format un petit peu dans Talk to Me, puisque jusqu'à présent, on a reçu essentiellement des acteurs, des chanteurs, beaucoup de personnes qui ont une carrière d'artiste. Alors, il y a de l'artistique chez vous aussi, on va en parler. Quand je dis chez vous, c'est dans la boîte pour laquelle tu bosses et la boîte que tu vas fonder d'ailleurs. Mais je te laisse en 2 mots, 2 phrases, comme tu te sens, te présenter un peu et expliquer un petit peu ce que tu fais, puisque ça représente une petite partie de toi aussi. Merci de m'avoir. Donc moi, je m'appelle Arthur. Je suis un des fondateurs de la brasserie lausannoise La Nébuleuse. Yes. Donc voilà, je pense qu'on va développer le sujet on va en assez parler en long, détail. en large. Bon, c'est une bière qu'on connaît très bien en Suisse, qu'on va bientôt connaître un peu plus en France, mais on y reviendra juste après. C'est trop cool parce que ça va être le premier format un peu entrepreneur. On va pouvoir discuter bien sûr toute la partie bière, artisanale, brasserie, qui est quand même un sujet hyper intéressant et qui fascine beaucoup de monde, j'en suis sûr. Et la partie entrepreneur aussi en Suisse. Et un entrepreneur suisse, franco-suisse aussi, pour les gens qui nous regardent en France. On reviendra et on parlera un petit peu de tout ça. J'ai une nouvelle habitude depuis 2-3 épisodes, un truc qui brise bien la glace, tu vas voir, c'est assez marrant. En gros, j'ai préparé une petite série de questions. Et dans l'idée, tu vas essayer de répondre soit par oui, soit par non. Ce qui t'oblige un peu à avoir un truc un peu tranché. Ouais. Par contre, à la call, je te laisse un petit peu, on va dire, étayer ton propos. Voilà. Je fais ça version suisse, tu sais. Voilà. Non, mais c'est chouette comme concept. Comme ça, tiens, ouais, ça brise la glace. La première question, ce serait de te demander si on a la meilleure bière en Suisse. Si la Suisse a la meilleure bière. Ouais, exactement. Non. Non, clairement. Je t'en prie, détaille un peu. Je pense que c'est trop subjectif pour pouvoir trancher. Ok. Donc, par définition, je dirais non. Et si on parle de bière artisanale? Non aussi. Pareil, très bien. J'aurais dit pareil, en vrai, parce que c'est pas possible. Ça n'a pas de sens, mais il y en a tellement. Ouais, voilà. Je pourrais dire on est tout à fait excellent, mais est-ce qu'on est la meilleure? En fait, j'arriverai pas à définir. Est-ce qu'il y a une meilleure? Peut-être pour moi, oui. Pour toi, non. Pour quelqu'un d'autre, enfin, c'est pas possible de dire. C'est les goûts et les couleurs, quoi. T'as une marque vraiment qui te plaît ou un brasseur qui te plaît si on compte pas vous, admettons, t'as pas le droit de te mettre dans le classement. Est-ce que peut-être tu puises un peu d'inspi aussi? Oui. T'as des trucs en tête? Ouais. Tu peux dire le nom? Une ou deux, peut-être? Russian River, ça m'a beaucoup inspiré. Sierra Nevada, ça m'a beaucoup inspiré aussi. Ah, ouais. Ouais, c'est 2-là comme ça qui me Et puis après, il y a plein de tradis qui m'ont aussi donné... Enfin, Cantillon en Belgique, ça m'a beaucoup aussi touché en tant que personne. Neugneux, parce que j'ai commencé à brasser. Enfin, c'est les premiers tests que j'ai fait sur du brassage à plus grande taille. Okay. Même si maintenant, c'est un animal différent de ce que c'était il y a 12-13 ans en arrière. Mais ouais, clairement, ces brasseries-là. Ok, d'accord. Est-ce que tu dirais qu'il y a un piège à la consommation quand on brasse sa propre bière, notamment dans les débuts? J'ai pas le droit de te poser de questions. Je vais dire oui, non. Déjà, piège à la consommation dans le sens est-ce que tu te fais avoir? Petite surconsommation, exactement, dans l'idée. Oui, clairement. Ok. Oui. Et comment tu gères ça? C'est comme les cuisiniers, quoi. Tu dois prendre la décision entre être un cuisinier obèse ou un cuisinier svelte, quoi. Donc un brasseur alcoolique ou un brasseur svelte aussi. Voilà, exactement. Okay. Enfin, à un moment donné, tu dois tracer une ligne dans le sable et puis dire non, ça c'est pas possible, quoi. Donc, intéressant. Ouais. Ok. On viendra un petit peu sur ce sujet-là qui m'intéresse beaucoup, et pour ceux qui ont l'habitude de regarder le podcast, ils savent déjà pourquoi. Est-ce que tu dirais qu'il faut avoir une autre passion que son métier quand on entreprend dans un secteur déjà passion, type ce que tu fais, ou comme l'artisanat, ou le sport, ou la musique? Je pense que oui. Ouais, ok. C'est le cas pour toi? Oui. Ouais. Tu veux en dire plus? Qu'est-ce qui te passionne autre que la binouse? J'ai beaucoup de passion, donc là je pense qu'il va falloir arrêter. Non, mais j'aime beaucoup tout ce qui est... je fais beaucoup de choses dehors. J'ai fait pas mal de surf, beaucoup de voile. Ah mais oui, mais tu viens du Sud-Ouest. Ouais, je viens du Sud-Ouest. Sud-Ouest, d'accord, je fais le lien avec le sport que tu dis. Sinon, c'est vrai que le surf sur le Léman, c'est pas incroyable. Non. Et puis, aujourd'hui, j'ai fait pas mal d'haltéro olympique. Avant, j'ai fait du rugby. Maintenant, je fais du... toujours dans le Sud-Ouest. Jiu-jitsu. Non, ici. Ouais, alors rugby, oui, c'est clair. Maintenant, je fais aussi du jiu-jitsu brésilien et puis de la lutte libre. Et puis voilà. Donc le sport de manière générale, c'est exact. ça? Ouais, ça, c'est clairement un truc qui me... Il y a le côté un peu, entre guillemets, standard, le défouloir de l'entrepreneur, voilà, mettre les trucs un peu à côté, mais aussi l'aspect passion. Est-ce que tu penses, à l'heure actuelle, qu'on est le meilleur pays en Europe pour entreprendre? Non. Certainement pas. Ouais. Ah, ça, on va creuser aussi. Parce que je suis d'accord. Et j'ai le même problème sur... Tu parles d'un autre pays? Tu aurais quelque chose en tête ou pas? Je pense qu'il n'y a pas de modèle idéal. Ouais.
je pense qu'il y a des choses qui aident. Ouais, alors moi, j'ai pas mal de connexions avec le nord de l'Europe, notamment avec la Norvège, parce que ma femme est de là-bas. Je trouve qu'ils ont des structures incroyables pour accompagner les entreprises au début. Ouais. Et je trouve que par contre, dans le côté scale-up, et puis deuxième partie, la Suisse est particulièrement bien dotée. Ouais. Et qu'à l'inverse, là-bas, il y a un petit peu moins d'aide. Okay. Mais que par exemple, pour commencer, c'est jour la nuit, quoi. Il y a une structure de support qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a ici, quoi. Ça fait très suisse, mine de rien, parce que c'est même pour les particuliers, en fait. C'est-à-dire que dès que ça marche, dès que tu as de l'argent, là, on t'aime bien. Mais sinon, c'est dur de correspondre au moule si tu fais pas beaucoup d'efforts. C'est dur de dire qu'on t'aide pas. Il y a des choses, il y a quand même pas mal. Mais c'est plus, je dirais, de l'accompagnement que du financier. C'est plus... je trouve que tu as un taux d'échec qui est assez haut. Par contre, il y a quand même beaucoup d'entreprises, il y a un écosystème qui est... Donc, c'est pas le pire. Mais d'un point de vue support, en tout cas, en tant que brasserie, moi, j'ai parlé à plein d'autres brasseries d'autres pays. Et puis, par rapport à ce que nous, on a eu, ils ont eu beaucoup plus. Donc, en fait, souvent, je pense que c'est lié à l'industrie. Dans le sens où, dans notre industrie, je pense que si on avait fait de la fintech ou de la pharma, ou qu'on avait été une pure tech, etc., on aurait peut-être trouvé beaucoup plus d'aide que ce que nous, on a trouvé. On rentre dans pas vraiment de cases, dans le sens où on est un challenger par rapport aux méthodes standards industrielles, mais on a une attitude qui est très start-up, ou en tout cas maintenant, on va dire scale-up. Et puis, du coup, on rentrait dans vraiment aucune case. Parce qu'on n'est pas 5 gars avec des serveurs et un ordinateur. Non, en fait, on a besoin d'acheter des cuves, on a besoin d'acheter du grain, on a un CAPEX qui est différent, etc. Puis du coup, on n'est pas une carpe, on n'est pas un canard. Et puis, ils ne savent pas dans quelle case nous mettre. Et puis du coup, ils ne nous aident pas, en fait. Donc, comment on les finance, comment on calcule vraiment retour sur investissement, etc. On a eu du soutien. Mais franchement, par rapport à ce que j'ai vu ailleurs, pas eu de soutien. Quoi. Tu parles à un niveau étatique public ou tu parles de même nous, d'investisseurs privés non, ça, on est allé chercher. Mais bon, les investisseurs privés, que tu sois en Suisse, en France, en Espagne ou en Norvège, tu vas les chercher. Quoi. Mais on a eu de l'aide, par exemple, du cautionnement roman qui nous a soutenus. On n'a jamais eu de truc à fond perdu qui nous a été donné par l'État. On a eu de l'aide pendant le Covid, ça c'est une chose, mais c'était pas spécifique à la bière. C'était spécifique au Covid. C'était spécifique au Covid, quoi. Mais sinon, c'est vraiment... on a eu du soutien maintenant, par exemple, pour tous des développements qui étaient éco-durables et ce genre de choses. On a reçu un peu d'aide. Mais si je prends vraiment la base, quand on a commencé, walou. Je veux dire, alors qu'on a des voisins qui... pas des voisins physiques, mais des collègues dans d'autres pays qui sont vraiment fait accompagner au début. Quoi. Ce qui n'est pas du tout notre cas. Ce qui n'a pas été votre cas. Ok. Ce que je te propose, on va découper un petit peu ce podcast, c'est ce que je te disais avant qu'on enregistre. On fait un premier chapitre, on parle un peu de toi, d'où tu viens, comment tu arrives dans l'entrepreneuriat, comment tu arrives en Suisse, on retrace rapidement un peu ton parcours pour cerner le personnage, je dirais. Une deuxième partie, on arrive plus, donc on va dire début 2010, mi-2010, c'est 2014, c'est ça ? La création de la marque. 3 associés qui ont créé, fondé la Nébuleuse. Ça a été le nom tout de suite, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est juste, ça n'a jamais bougé. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est un peu les erreurs souvent. Tu sais, tu fais 25 chartes graphiques, tu changes de nom, le logo, le machin. Donc c'est bien. Il y a une trame. Ça n'a pas bougé. Ça, c'est bravo. Donc on fait un deuxième chapitre un peu plus là-dessus. Et après, on ouvrira un petit peu sur les perspectives perso, pro, les challenges, etc. Et puis on verra surtout, comme toujours dans Talk to Me, où nous mène la discussion. Ça te va ? Nickel. Parfait. Bon. T'es né il y a combien de temps ? Je suis né en 88 ou 88 pour les Français. 88 pour les Français, 88. Ok. Alors attends, j'essaie un calcul mental, mais c'est risqué. Ça te fait que je vais faire 37 cette année. Allez, merci. 37 cette année, d'accord. Le mois ? Novembre. Scorpion ? Faut croire. C'est la bagarre. C'est mais bien. Je crois qu'ils sont un peu foirés sur les calendriers. Maintenant, je crois que je suis décalé, parce qu'ils n'ont pas remis à jour depuis 1200 ans l'orientation des... Mais ouais, c'est possible. Sur le calendrier actuel, ça fait Scorpion. Ça fait Scorpion, bon, très bien. Du coup, tu viens du sud-ouest, c'est ça ? Correct, ouais. T'es né où ? Je suis né à Pessac, à côté de Bordeaux. Ouais. D'accord. Le vin ? Ouais, exact, ouais. Clairement le vin, ok. Famille là-dedans ou pas du tout ? Du côté de mon père, ouais. Côté de mon père, historiquement, sauf erreur, c'était l'oncle ou le grand-oncle de mon père qui avait un petit domaine là-bas. Mais moi, j'ai jamais connu ça familialement, quoi. Ouais, donc, j'ai pas grandi en tant que
donc vigneron avec de la famille Tu vigneron. n'as jamais été dans le raisin, mais plus tard dans le houblon. Exactement, c'est très correct. bien. Okay. Cursus standard, école, tu vas jusqu'au bac en France, comment ça se passe? Écoute, j'ai bougé en Suisse quand j'avais 12 ans. Putain, donc je suis arrivé assez tôt en Suisse. Ouais. Mon père s'est fait muter pour le taf, on a tous bougé là-bas. Okay. J'ai fait ma scolarité, la fin de scolarité, de mes 12 ans jusqu'à mon bac en gros en Suisse. Okay. Une Matu, c'est ça? Ouais, exact. Alors moi, j'ai pas fait une Matu, j'ai fait un bac international parce que j'étais dans une école int. Ouais. Et puis après, j'ai fait HEC Lausanne. Ok, d'accord. Donc école de commerce à Lausanne. Et ensuite, je suis parti faire un master en finance à Londres, à Imperial College. Okay. Ouais. Et puis, je me dirigeais vraiment vers une carrière financière à la base. C'était un peu mon objectif. Après, ça a vite changé. Mais, semblerait. Voilà, exactement. Il y a un point de non-retour. Okay. Finance type dans des banques privées, sur les marchés? J'étais trader en fait, en produits structurés, en equity, en dérivés, sur le marché suisse, pour le compte d'une banque. Donc j'étais côté buy side, donc j'achetais pour le compte des clients sur une banque qui est basée à Genève. Et puis après un peu plus, après 2 ans en gros, il y avait toute une vague de nouvelles régulations qui arrivaient. C'est la FINMA, c'est l'autorité qui régule les marchés côté suisse. Puis en fait, il y a de plus en plus de règles sur ce qu'on peut dire, pas dire, comment est-ce qu'on le fait, etc. Donc même avec des clients qui peuvent être des fonds ou qui peuvent être des clients qui sont très fortunés. Et en fait, ça ne m'intéressait plus. Ça matche avec cette disparition progressive du secret bancaire ou c'est autre chose encore ça, oui et non. C'est juste et puis c'est pas une mauvaise chose, hein, on tient les professionnels de l'investissement responsables devant ce qu'ils disent. Donc à un moment donné, pour simplifier, les banques te disent en fait, tu n'as plus le droit de rien dire, quoi. Donc si toi demain tu veux acheter un titre, puis que tu appelles ton courtier, il va te dire il peut pas te dire achète pas. De toute façon, il peut pas savoir en soi, mais il peut te donner son opinion, par exemple, sur la liquidité du marché, si patata. Et puis au fur et à mesure, tu peux dire de moins en moins de choses. Moi, c'est quelque chose qui m'a frustré assez vite. Je me suis dit, punaise, si déjà maintenant je peux plus rien dire et puis qu'on continue comme ça, dans 50 ans, ça sert à rien, je vais plus pouvoir dire rien du tout, quoi. Donc en fait, ça m'intéressait plus. Et j'ai voulu bouger sur le marché des matières premières. Ok. On se rapproche du houblon, gentiment. Ouais, gentiment, on y va gentiment. Okay. Et puis je suis parti dans une petite structure basée à Montreux qui fait toujours du négoce, mais en fait en tant qu'intermédiaire, donc qui achète et qui vend pas les positions, mais qui les négocie. Donc là, je suis rentré en tant que broker dans ce qu'on appelle du feedstuff. Donc c'est un peu les produits secondaires. Quand tu vas presser, par exemple, des graines de tournesol, il te reste une espèce de pâte que tu vas avoir derrière. Ça, c'est un fourrage animalier. Ça peut être utilisé pour d'autres choses. Ok, donc, je comprends la mécanique. Okay. Ouais, donc voilà. Donc là, j'ai fait une négociation là-dedans pendant également une période de, en gros, 2 ans. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat. Puis d'un coup, il y a eu un hard stop. Et puis c'était genre, non, en fait, moi, j'ai pas envie de faire ça, quoi. J'ai envie d'avoir ma boîte et puis être mon propre chef et développer mon produit. Oui, je comprends. Surtout si tu accumulais déjà un petit peu de frustration de ne pas pouvoir t'exprimer comme tu le souhaitais dans le job. Je pense que c'était voué à arriver comme ça, quoi. Ouais. C'est, du coup, ta première expérience dans l'entrepreneuriat, elle est avec la nébuleuse et avec tes collègues, tes associés d'aujourd'hui, ou tu as eu, on va dire, un coup d'essai avant ou d'autres domaines? J'ai pas eu de coup d'essai. La nébuleuse et le coup d'essai? Non, j'ai eu plein de petites, comment dirais-je, de petits tests que j'ai fait quand j'étais plus jeune. J'avais des projets de site web, des machins. J'avais toujours plein de choses qui m'ont traversé l'esprit. Ouais. Mais la nébuleuse, c'est vraiment le seul premier test où on s'est donné corps et âme dedans, quoi. Les 2 business partners avec qui tu montes ça, raconte un peu la relation que tu as avec eux à l'époque. Vous connaissez déjà? Ouais, Kouros et Jérém, on se connaissait de très longue date. Ouais. À savoir, Kouros, moi, il m'a rejoint sur les bancs de l'école quand je devais avoir 14 ans. Okay. Et puis, en fait, Jérém, je l'ai connu que plus tardivement, mais c'était un voisin de Kouros quand ils étaient gosses, quoi. Donc, ils se connaissent encore plus longtemps. Donc, avant d'être une aventure business, c'est une aventure d'amitié. Ouais, exactement. Ouais. Donc, vous avez déjà goûté beaucoup de bières ensemble avant de... C'est clair. Non, pour être franc, avec Kouros, souvent, ils partaient en vacances
On a fait beaucoup de vacances ensemble quand on était ados. Ouais. Et fatalement, il est venu dans le sud-ouest plusieurs fois. Puis je me rappelle, on allait souvent faire la fête entre Saint-Jean, Daille, Biarritz, Saint-Sébastien. Donc vraiment côté Pays Basque, là où j'ai pas mal de famille. Et puis on s'était mis en tête qu'on allait en fait faire notre vie. Et puis qu'une fois qu'on aurait fait nos vies, on ouvrirait un gigantesque bar à bière dans le sud-ouest. C'était un espèce de rêve. Et c'est un truc, on s'était mis ça quand on avait genre 16 ans. Quoi. Et en fait, on a un peu inversé le script. D'un coup, on s'est dit, en fait, non, on va pas passer notre vie à travailler pour finalement faire un truc qui va nous faire plaisir. On va faire un truc qui nous fait plaisir maintenant, puis on va le faire marcher. Et puis voilà. Donc, il y a eu un petit retour, mais c'est devenu plus tard. Donc c'est un truc que vous avez discuté pendant des années, c'était un peu un délire entre potes. Et qu'est-ce qui déclenche vraiment ça en fait? Parce que vous avez tous les trois une histoire de vie en parallèle. Toi, t'arrives un petit peu au bout d'un truc du salariat. Les deux autres probablement se posent aussi des questions dans leur vie, j'imagine. Bah rien à voir parce que Kouros, lui, il était juriste. Et puis et Jérém, lui, il était dans le marketing, mais dans une boîte aussi. Et en fait, moi, j'ai commencé à brasser. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ça devait être en 2008. 2009. À l'époque, j'étais étudiant en échange à Copenhague. Et puis, je suis allé voir un festival de bière artisanale qui s'appelle le Copenhagen Beer Fest. Beer Festival, je ne sais plus. En fait, pendant ce festival-là, j'ai essayé plein de bières différentes. Et puis, je me retrouve devant un stand d'un gars qui a l'air complètement allumé, mais qui fait une bière incroyable. Puis, je lui demande où est-ce qu'est la brasserie, puis il me dit dans mon garage, quoi. Puis je pense que là j'ai dû sortir des yeux à la Tex Avery parce que en fait je savais pas que c'était possible de brasser chez soi, quoi. À cette époque-là, c'était pas du tout un truc commun. C'était avant la vague vraiment microbrasserie en Europe et tout. Et je rentre chez moi, je vais sur Amazon, je vois qu'il y a des kits, des machins. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Du coup, j'ai acheté genre 3 bouquins. J'ai vu que c'était faisable de faire ça. Du coup, j'ai commandé de l'équipement, puis j'ai commencé à brasser là. Puis et je me rappelle très bien, ça devait être une année plus tard. Kouros, lui, qui étudiait en Angleterre à ce moment-là, il était en Suisse. Puis je lui ai dit, viens goûter ma bière, quoi. Puis il m'a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Puis il est venu, on était vers Noël, il est venu déguster ce qu'il a trouvé incroyable à l'époque et qu'on trouverait dégueulasse maintenant. Et puis depuis, c'est devenu rapidement une passion entre nous. Puis Jérém s'est rejoint au truc assez vite. Et en fait, c'est devenu une passion qu'on avait, mais pour laquelle on n'avait jamais réfléchi commercialement parlant. C'était juste un truc qu'on faisait à côté parce que ça nous faisait marrer, quoi. Donc c'est comme ça que c'est devenu là. Et et puis en fait en 2013, à un moment donné, moi je commençais à être un peu vénère ou pas en ligne avec mes objectifs au niveau pro. Ma femme, qui était ma copine à l'époque, m'avait gentiment dit de foutre le camp. De là où t'étais, j'imagine. Ouais, parce qu'il y en avait partout, quoi. Donc la salle de bain, ça ressemblait à une salle de fermentation. Il y avait des bouteilles qui séchaient partout. Ah oui, elle t'avait genre demandé, va faire ça ailleurs. Parce que tu prends trop de place avec tes machins. Il y a des odeurs de levure partout. Ça va pas. C'est spécial. Hein. Donc on a fini par louer un local, quoi. Et puis on a loué ce local qui était du coup au fond. Tu commercialises déjà à cette époque-là? Non, c'est pour toi. C'est vraiment passion encore. Complètement. Ouais. Mais à un moment donné, c'est là où on s'est dit, on se retrouve pour radoter sur nos jobs respectifs le week-end, puis on passe nos week-ends ensemble à brasser un truc qu'on va genre donner ou boire nous. On paye un loyer, et puis on est là genre putain, on aimerait bien faire autre chose de nos vies, puis en fait peut-être c'est ça la solution. Puis entre le moment où on a cette réflexion là, puis le moment où vraiment ça se passe, il se passe même pas une année. Hein. Donc ça allait vite. Une fois qu'on a un peu genre l'espèce de déclic, ça part assez vite. Toujours intéressant, notamment dans ce prisme-là d'entrepreneuriat, mais c'est ces chemins qui se croisent à des moments de vie où finalement tout s'aligne. On a tous ce déclic un peu en même temps en se disant putain, il y a peut-être un truc à faire. Et certaines concessions qui nous paraissaient très dures à faire avant de se lancer, finalement deviennent minimes et on a envie de vivre le projet à fond. Donc on arrive gentiment en 2013, là c'est ça? On est en 2013. On est en 2013. Donc là il y a le switch qui se fait et officiellement la marque va naître l'année d'après, c'est ça? La société est fondée en février 2014. Oui, février 2014, ça marche. Donc, officiellement donc, vous êtes une bière à ce moment-là? Ouais, officiellement, ouais. Officieusement, on a fait quand même quelques trucs avant, mais on n'a pas vraiment eu d'opération commerciale. Mais vraiment, le moment où on prend la décision, c'est fin 2013. Ouais, ok.
C'est quoi le programme? Alors, du coup, vous êtes tous les trois, vous avez une boîte, une SA, une SARL, je sais pas, enfin voilà. En 2014, on a une SARL. Des SARL, ok, vous brassez vous-même. Donc vous savez mettre en bouteille, vous avez déjà le nom, vous avez déjà la marque déposée. Tout arrive en même temps, j'imagine. Tout arrive en même temps. En fait, l'idée, c'était fin 2013. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Si on va lever des fonds maintenant, on va se faire exploser. Parce que... si vous pesez rien, vous on êtes personne. On a zéro crédibilité. Quoi. Exactement. Mais genre zéro. Enfin, oui, celui qui investit, c'est à lui. Quoi, voilà. Ouais, il se dit, mais pourquoi est-ce que je filerais de la thune à ces trois clowns qui brassent dans un garage et puis qui me disent qu'ils ont un business plan? Il faut te dire aussi, à ce moment-là, les brasseries artisanales en Suisse, Gab, ça fait en gros une année qu'ils sont vraiment présents sur le marché. Avant, c'était aussi un truc microscopique. À la clé au moins, il n'y avait rien. Il y a Trois Dames qui est là depuis un moment. Il y a BFM qui est là depuis un moment, mais il n'y a que dalle. Il y a pas tu vas à Lausanne, il n'y a pas de bière artisanale à la pression. Il n'y en a pas. Donc, c'est encore moins probable que ça marche. Quoi. Donc, on se dit, il faut qu'on fasse un proof of concept. Il faut qu'on montre qu'on peut le faire. Et ensuite, on ira lever des fonds. Ouais. Mais en même temps, tout coûte relativement cher dans l'équipement. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On se fait les fonds de poche. On a en gros chacun 15 000 balles qu'on arrive à trouver. Entre soi, on a un bounou ou quoi, mais bon, c'est pas non plus énorme. Et puis, on se dit, on va mettre ça. Et on va essayer de trouver une solution pragmatique. Donc, on a trouvé, en fait, il y a un brasseur qui avait un local à Villars-Sainte-Croix. Oui, c'est dans votre histoire. Ouais, voilà. Et puis, qui était un gars qui n'arrivait pas à faire tourner vraiment sa brasserie, qui était un peu en difficulté et qui était ouvert à la discussion sur ce qu'on appelle là, c'était même pas vraiment du brassage à façon, c'était vraiment du partage de locaux. Quoi. Donc, nous, on dit, écoute, on paye la moitié des locaux, on te donne un coup de main si tu as besoin d'un coup de main sur le packaging, sur machin, tu as besoin des mains, nous, en fait, on va être prêt gratuit. Quoi, parce que, Et donc... on fait ça, et puis ça nous met le pied à l'étrier. Et là, on se dit, le truc qui a été déclencheur pour nous, c'est qu'on fait un premier brassin, ça c'était en janvier. Donc janvier 2014, avant d'avoir la société qui soit créée, parce qu'on l'a fait via son entité à lui. Oui, d'accord. En février, on lance la société, donc comme ça, on peut vendre le produit qu'on vient de faire. Et puis, on se dit, si on arrive à vendre ce premier brassin, c'était pas grand-chose, c'était 1000 litres, ce qui nous semblait monstrueux à l'époque. Forcément, quand tu brasses... mais moi, là, tu me le dis comme ça fait beaucoup, je trouve. Ouais, mais tu vois, on brassait par coup de 20 litres, donc 1000 litres, on se disait, putain, là, c'est sérieux, les gars. Ça rigole plus. Ça rigole plus. Tu peux pas les boire, toi, le week-end, quoi. Tu vas pas y arriver. Faut être un peu plus que 3. Ouais, exactement. Dans l'idée. Et on s'est dit, non, mais là, c'est chaud, mais si on arrive à vendre ça... On s'était donné un deadline, je pense, à la fin avril. C'est un proof of concept. On claque nos jobs et puis on y va full time. On a mis quelque chose comme 3 semaines pour vendre tout. Donc, c'est venu très, très rapidement derrière. Malheureusement, Jérémy, lui, il avait son service civil à faire. Donc, il était pas mal pris. Mais il a quand même pu beaucoup aider pour le placement des produits sur les premières lignes. Et en fait, on s'était dit, on passe l'été, et une fois qu'on a des clients qui sont un peu réguliers, là, on va aller chercher des fonds, est-ce qu'on a besoin de notre espace à nous? On peut pas faire les squatteurs et puis sous-louer un espace locatif, c'est pas sécurisant, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Bien sûr, puis si le truc devient vraiment, on a besoin de notre espace et tout. Donc on se disait, là, une fois qu'on a prouvé qu'il y a une envie sur le marché, qu'on sait faire de la bière, qu'on peut la livrer et la facturer, l'encaisser, on est dans une situation qui est plus raisonnable que quand on arrive puis on dit on a une grande idée, c'est faire de la bière différemment et puis supportez-nous, merci gentil. Je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Du coup, il y a un truc que tu as dit, je me suis perdu, je voulais rebondir dessus. C'est sur les clients. Effectivement, tu parles des clients, les premiers clients que vous avez. C'est quoi la typologie de ces clients-là? C'est du professionnel, c'est du particulier? Alors, nous, on est parti du principe que, en fait, on a pris 2 paris assez tôt. Le premier, c'était qu'on ne voulait pas s'éparpiller, qu'on voulait rester très proche à côté, parce qu'on savait qu'on n'allait pas avoir des chaînes de distribution qui allaient nous suivre.
On savait qu'on n'allait pas avoir des distributeurs locaux, donc des intermédiaires qui allaient croire en nous tout de suite et tout. On savait qu'on allait devoir faire tout de A à Z, ça incluait la livraison et tout. Donc on n'allait pas commencer à courir à 2 heures de bagnole pour poser les cartons. Puis ensuite, on savait aussi que le plus difficile pour nous, ça allait être de prendre des clients pros qui reviennent fréquemment et qui nous font en fait un fonds de commerce. Le récurrent. Et voilà. Et donc on est allé chercher ça et on s'est concentré très fortement sur les restaurateurs. Okay. Parce que pour nous, c'était une intuition. Alors pour le coup, je trouve que ça, on ne s'est pas trompé, mais c'était pas évident comme réflexion. On s'est dit que on avait un produit qui était à connotation sociale, qui était un vrai ciment social. Et que c'est autour d'une table, c'est dans un environnement festif où les gens passent un bon moment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sous ou quoi, c'est juste que c'est un moment où tu prends plaisir, tu as des potes, où tu es avec ta famille, peu importe, mais tu es autour d'une table. On a quand même une culture qui est assez latine, où ça c'est assez central dans notre culture. Et puis, pour tisser un lien avec un produit, c'est à ce moment-là, assez privilégié, que tu vas avoir ce rapprochement-là. Et on s'est dit, c'est pas forcément en rayon dans un magasin. Au début. Après, ça vient. Mais au début, c'est plus aseptisé. Un rayon de magasin, c'est plus froid. Il y a un côté plus comparatif et tout. Donc, on s'est dit, nous, on doit tout miser sur l'Horeca au début. Donc, l'hôtellerie-restauration, les cafetiers. Ouais. Et puis, vraiment sur un axe super local. Et rapidement, en plus de ça, on a eu un axe où dès mai 2014, donc juste après la création, on a commencé à faire du fût. Donc, alors, c'était ma question. Jusque-là, tout ce premier développement, ces premiers 1000 litres, c'est de la bouteille, c'est de la canette, c'est bouteille. Il n'y a pas de canette, c'est de la bouteille. C'est que de la bouteille, okay. Mais rapidement derrière, on est parti sur du fût. En fait, on s'est rendu compte... Mais ça, c'était un truc aussi où je pense qu'on a été un peu couillu, où on a été assez différent par rapport à l'approche standard. C'était très... la bière artisanale, c'est en bouteille. Puis on a dit, en fait, non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut faire du fût parce que... Pourquoi est-ce qu'on laisserait... la part du lion, parce qu'on ne peut pas se leurrer, c'est la majorité des volumes. Et puis, tu as besoin de ça. Le jour où tu n'as plus de bouteilles dans ton frigo, en tant que restaurateur, c'est pas grave si ça arrive la semaine d'après. Tu n'as plus de fût, ça ne va pas du tout. Ouais. Donc, tu prends plus de volume, et 2, c'est plus constant. Ouais. Nous, ça nous est apparu clair que c'était ça. Alors, par contre, on s'est heurté à beaucoup de complexité au niveau opérationnel. Ouais. Déjà parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Et puis premièrement. Et puis, deuxièmement, parce qu'il y a un cadre contractuel qui est vachement plus dur sur les fûts que sur les bouteilles. Donc, tu te heurtes à des contrats d'exclus, tu te heurtes à des trucs comme ça. Et puis ça, c'est là peut-être où mon côté, en ayant fait du trade international, avec des matières premières, avec des contrats compliqués, avec des gens qui peuvent être des fois assez chauds. Enfin, je veux dire, à la fin, j'achetais à des Russes et des Ukrainiens et je vendais à des Marocains. Donc, si tu veux, la complexité du truc, c'est... Voilà. Donc, le bar lausannois qui a un contrat qui n'arrive pas ou qui ne comprend pas, ça ne me faisait pas très peur. Quoi. Donc là, je pense qu'on a une approche un peu différente des autres. Ça nous a permis d'avancer. Plus vite. Donc, c'est là où tu gères aussi beaucoup, et c'est encore un peu le cas, mais vraiment toute cette partie aussi développement commercial, c'était un peu aussi tes premiers rôles, on va dire. Ouais, alors on a toujours été très... je dirais, en fait, sans produit, on ne peut rien faire. Quoi. Si on a un produit de merde, tu peux faire tous les efforts que tu veux. Enfin bon, c'est pareil, il y en a qui arrivent. Mais nous, de manière authentique, on ne se serait pas regardé droit dans les yeux si on avait fait de la merde. Donc c'était un truc, c'était impensable. Il fallait que le produit nous plaise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a toujours cette règle, si un truc qui ne nous plaît pas, il ne sort pas. C'est tout, basta. Donc un truc qu'on n'aime pas, on ne le commercialise pas. Ça nous différencie quand même un petit peu des stratégies plus, on dirait, industrielles. Oui. Où au final, si jamais tu as un besoin de marché, tu suis ça. Mais nous, on n'a pas cette stratégie-là. Mais ensuite, c'est bien beau d'avoir un produit, mais il ne va pas se vendre tout seul. Quoi. Donc, et là, il y a un vrai effort commercial à mettre sur pied. Et puis il faut que les gens comprennent qu'en fait, notre produit, il travaille aussi pour eux. Quoi. Donc, on est différencié, on est plus qualitatif, etc. Donc, il y a tout ce travail de fond à faire. Et le commercial a toujours été dans l'ADN de la nébuleuse et continue de l'être aujourd'hui. Ouais. Tu vois, on entend souvent cette phrase, typiquement, un bon vendeur vendrait du sable dans le désert. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce truc. Il faut qu'il y ait un besoin, il faut qu'il y ait une cohérence. Et il y a le piège de tomber amoureux de son produit ou de sa boîte. Aussi, on parle souvent de ça dans l'entrepreneuriat, mais aussi le fait d'être prêt à vendre n'importe quoi. Et en fait, c'est pour avoir été commercial, moi, pendant des années, avant de monter ma boîte, avant de faire tout ce que je fais, avant de faire le podcast, etc. Il y a eu des expériences, c'était beaucoup plus dur de vendre certains trucs que d'autres, alors que j'ai l'impression d'avoir toujours été à peu près le même, avec plus ou moins les mêmes méthodes. Il y a juste des produits qui me parlaient, que je trouvais bons, que je respectais plus facilement, et même en tant qu'employé, c'était
beaucoup plus facile de dérouler et puis de faire connaître le truc que d'arriver en rendez-vous et d'être un petit peu gêné de proposer un truc de merde. Non, c'est clair. Tu vas faire la vente, mais tu vas la faire une fois, quoi. Tu vas la faire une fois. Un peu c'est ça. Un peu de politique de terre brûlée. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Mais ok, super. Et du coup, est-ce que... je me permets de rebondir sur cette transition vers les fûts, vers de la contractualisation plus difficile. Je pense qu'il y a des gens qui se posent la question en regardant la vidéo, ou en écoutant le podcast, comment aujourd'hui fonctionne le marché suisse au niveau des bars, par exemple. Comment ça marche? Est-ce que c'est du contrat, de l'engagement, du volume? Est-ce qu'on peut facilement être avec les gros faiseurs industriels, mais aussi avoir plusieurs fûts de chez vous ou d'un concurrent artisanal? Dis-nous tout. Ça a l'air d'être un sacré merdier, c'est pour ça. Je pense qu'on va faire un podcast en plus. Mais non, raconte. En vrai, il n'y a pas d'absolu. On voit tout et son contraire. Tu as des endroits qui se payent la liberté d'être complètement indépendants, donc qui ont typiquement leurs installations pression et qui font ce qu'ils veulent. De ma perspective, si moi je devais le faire, je me battrais très très fort pour être dans cette position-là. Parce que c'est toi qui es maître chez toi, c'est toi qui décides ce que tu vas prendre, c'est toi qui vas avoir aussi des meilleures conditions tarifaires, parce que tu ne demandes rien à personne. C'est la solution rêvée. Je dirais comme ça, à vue d'œil, ça représente probablement 5% des établissements sur le marché. Ah oui, okay. Moins de 10, c'est sûr, mais je dirais 5%. C'est une minorité, clairement. C'est vraiment une minorité. Putain, ok, d'accord. L'extrême opposé, c'est l'établissement qui est complètement bloqué. C'est-à-dire c'est l'établissement qui va prendre un contrat brasseur, qui joue le rôle de distributeur. Donc en général, c'est pas nous déjà, mais qui fait à la fois distribution et brassage, qui va venir avec un portefeuille de produits, qui va de l'eau minérale au vin, à la bière, qui va d'un côté faire la banque pour toi, qui va te faire littéralement un prêt, et qui va en plus prendre en charge le coût des installations, et puis qui va te donner une durée contractuelle avec des volumes à faire. Oui. C'est le même principe, ce que tu dis là, que les garages de bagnole, en fait. Parce que j'ai bossé là-dedans et sur les huiles, les pièces, les machins. Voilà, donc tu as un peu tout qui est pris dedans. Et puis, le principal problème en fait, qu'il y a sur notre marché, c'est qu'on a un marché où les gens, ils n'ont pas de fonds. Donc, Pierre, Paul et Jacques qui montent un bar, 9 fois sur 10, ils arrivent, ils ont copec. Donc, ils ont une idée. Alors, des fois, non seulement ils ont copec, mais en plus, ils ne savent pas faire. Donc, là, c'est encore plus compliqué. Mais des fois, ils savent faire, ils n'ont juste pas de fonds. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les banques ne prêtent pas. Les seuls qui prêtent, c'est les gros brasseurs. Voilà. Nous, on aide sur les installations techniques. Des fois, on peut rallonger un truc ici et là, mais on ne peut jamais... faire la banque comme un gros groupe international. On ne peut pas arriver avec un ticket et te dire, on t'avance 1,5 million, ton truc. On a vu des trucs comme ça sur le marché. Je veux dire, c'est ça. T'es ficelé, putain. Et le problème, c'est que... Alors, il faut voir que le marché, jusque dans les années... jusqu'à 30 ans en arrière, le marché en Suisse, il était cartélisé, quoi. Donc ça a changé, ça a été démonté, ça a évolué, etc. Mais tu avais des contrats de 10 ans. C'est légalement... Maintenant, c'est interdit, mais alors ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent le truc en deux. Donc tu as un contrat de distribution de boissons qui fait 5 ans, et puis par contre, ton contrat de prêt, je peux te le mettre sur 10 ans. Donc je te mets ton contrat de prêt sur 10 ans. Toi, de toute façon, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, tu ne vas pas réussir à rembourser ton prêt. Après 5 ans, tu dis « Ah, mais en fait, moi, j'aimerais bien travailler avec des petits gars locaux parce que là, maintenant, j'ai payé mon denier. Je vous ai acheté de la bière pendant 5 ans. » Puis on te dit « Pas de souci, on t'envoie le solde de ta facture de prêt. » Tu ne peux pas payer. Et tu reviens en arrière. Et donc, du coup, tu restes. Donc ça, c'est l'extrême opposé, quoi. Entre les deux, il y a un peu tous les mondes. Donc, nous, bien évidemment aussi, quand on te met une installation pression, on investit, quoi. Puis on n'est pas Coca, quoi. Donc on n'a pas une force de frappe qui nous permet de juste dire tiens, ça va coûter 5 000 francs, c'est pas grave, on verra bien, quoi. Donc on te dit t'es tenu et puis tu dois tenir pendant 5 ans, le temps que nous en fait on se rembourse aussi. Par contre, on livre pas l'entièreté de ton portefeuille, quoi. On livre pas du coca, du vin, du machin et tout. Et puis, on essaie d'être le plus transparent possible. Donc, nos contrats, ils sont relativement simplifiés, on dira, pour pas faire non plus trop peur. Mais c'est un peu ça le détail, quoi. Le game aujourd'hui. Il y a un autre truc, alors je sais plus si c'était toi qui me l'avais dit la première fois qu'on s'est rencontrés. Il y a aussi cette formule un peu d'avoir plusieurs établissements aujourd'hui. Il y a de moins en moins de bars, notamment dans la région où on est, là, Lausanne, un peu plus grand,
où le type, il est associé avec sa femme ou avec un pote. Ils ont un bar. Souvent, il y a 2-3 établissements dans les combines. Ça change un peu le marché aussi. Ouais, ça consolide, clairement. Ouais. On voit qu'il y a une forme de consolidation sur le marché. Il y a moins de consommation. Les gens, ils sortent moins. Ils boivent moins. On sait aussi, par exemple, les consommations liquides, sur tout ce qui est alcool, ça paye vraiment les établissements. C'est aussi comme ça qu'ils font leur beurre. Si les gens ils sortent moins et qu'en plus de ça, quand ils sortent, ils boivent moins, ça entraîne un peu quelques difficultés. Ça a fâché Guy Parmelin qui a dit qu'il faut faire picoler les jeunes. Du vin suisse, du vin. Même pas de la bière de chez Non, du vin. Du vin. C'est bien connu. On boit du vin que par appréciation qualitative. Voilà. Donc il y a ce truc où les pauvres, c'est vrai, ils sont sous pression. Petit jeu de mots, bravo. Bravo pour littéralement. Il fallait qu'on en ait un au moins dans l'épisode. J'ai même pas essayé, tu vois, ça m'est venu naturellement. Merci pour ça. Mais clairement, c'est pas évident pour eux de s'en sortir au jour le jour. Du coup, il y a souvent des rachats. Il y a de plus en plus de rachats. Quand il y a des rachats, c'est des groupes qui sont en position de force pour négocier. Donc ça crée une pression baissière aussi sur les producteurs. Nous, c'est évident. Pour nous, c'est chouette quand on a d'un coup 5 établissements au lieu de 1. Mais ils n'ont pas la même force de négociation non plus. Donc ça veut aussi dire qu'on érode notre marge de manœuvre à nous. Mais d'un autre côté, ça apporte une forme de sécurité parce qu'on a plus de volume et tout. Mais voilà, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, quoi. Mais c'est clair que malheureusement, le modèle du gars qui a son troquet, qui tourne bien et puis qui est le petit le bar du coin, etc. Il y en a de moins en moins. Et je pense que ça va être dur à tenir, quoi. Parce que asymétrie d'information, parce que moins de moyens financiers, parce que clients moins fidèles, parce que parce que ça. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait adoucir le marché ou le transformerait de manière à aider votre développement ou quel est, selon toi, le truc qui est peut-être le plus absurde ou le plus... Je ne sais pas si tu vois un peu dans la question, mais qu'est-ce qui pourrait être un petit peu twisté pour rendre la vie plus belle, aussi bien de ces restaurateurs dont tu parles, mais aussi des brasseurs aussi, tout ça. Moi, je pense que souvent, ça manque de remise en question, en fait. Et c'est dur parce que c'est vraiment des métiers, dans l'Horeca, c'est des métiers où les gens travaillent dur. Non-stop, j'ai l'impression. Non-stop, ils se battent pour des marges. C'est très dur pour eux, je trouve, de lever la tête du guidon puis de se dire, attends, plutôt que de blâmer tout ce qui se passe autour de moi, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais que je pourrais améliorer qui m'aiderait vraiment, quoi. Et je dis pas qu'on est la solution au problème, mais on est clairement plutôt un atout dans cette réflexion. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a des fois du mal à faire passer. Il y a presque une vieille école, une vieille garde qui regarde les marges d'une certaine manière, qui réfléchit plus en termes de ça je peux l'acheter moins cher, donc je devrais faire ci, etc. Au lieu de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux offrir comme expérience aux clients, qu'est-ce que je peux améliorer pour essayer de faire venir peut-être des clients différents. Est-ce que je peux... Et ça, cette réflexion-là, je trouve qu'on essaye toujours de l'initier, nous, de notre côté. On essaye d'être vraiment un partenaire de réflexion par rapport à ça. Mais elle n'est pas toujours facile à prendre. Et puis, en fait, je ne jette pas du tout la pierre parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment sous l'eau, ils travaillent comme des dingues. Bien sûr. Puis quand tu as la tête dans le guidon, le dernier truc que tu veux, c'est un gars qui te dise « Ah, mais tu pourrais... » Tu vois, c'est pas « tu pourrais faire mieux », mais réfléchis à ce que tu fais parce que tu as envie de lui envoyer ta casserole au travers de la tronche. Tu n'es pas forcément motivé par ça. Mais je pense qu'une partie du problème, il est là. Il y a une grosse dimension humaine dans tout ça, puisque tu parles d'expérience client, de comment faire, etc., parce que c'est aussi directement lié au business. C'est peut-être une question qui se pose plus chez les jeunes entrepreneurs, chez les nouvelles générations, alors qui arrivent gentiment dans l'entrepreneuriat, les Gen Z aussi, où l'humain est beaucoup plus important, parfois plus que le travail. Donc il y a peut-être plus ces réflexions-là qui vont être amenées avec cette génération-là, et puis c'est jeune, donc c'est très bien. Mais ça fait écho à même moi dans mon business, ce que tu dis là. Je vois exactement. Écoute, on a fait un bon tour un petit peu du marché. J'ai quand même une question, moi, qui me taraude. C'est la présence, comment dire, je ne parlerai pas d'une concurrence déloyale, puisque vous n'êtes pas forcément sur le même principe de marché, mais en tout cas, vous vous croisez souvent. Je pense aux géants. On parlait de citer Coca tout à l'heure. Il y en a plein d'autres, même des géants vraiment de la bière ou de l'alcool, qui ont des politiques assez particulières. Comment vous vous en sortez ? Parce que c'est vrai que moi qui n'y connais rien d'un point de vue extérieur, ça a l'air tellement verrouillé et tellement David contre Goliath de pouvoir venir placer ces petites bières, surtout quand tu parles de contrats d'exclusivité, etc.
comment tu fais ton trou, comment tu fais ta place. Oui, tu peux jouer sur le local et charmer la population, mais même si toi, tu veux grandir, j'ai l'impression qu'il y a, comme dans mon industrie, il y a petit, tout petit, façon de parler, c'est pas péjoratif, mais c'est à l'échelle romande, et tu as les monstres européens, mondiaux, et le ventre mou, c'est pas du tout une safe place, en fait. Non, c'est clair. Ouais. Je suis un peu curieux de tous ces mécanismes. Ouais, alors, c'est sûr que nous, on est... je veux dire qu'on est un peu le cul entre deux chaises. C'est ça, parce qu'on n'est pas le gars qui a dans son garage, qui fait 200 litres de bière ici et là, qui peut la vendre cher, et de toute façon, c'est pas son métier. Dans le sens, il a un autre job, et puis c'est une fin de mois, puis c'est une passion. Et on est à des années-lumière des gros groupes indus, quoi. Ouais. Oui. Genre, on est rien, on est une goutte dans l'océan, quoi. Une goutte de bière. Une goutte de bière, ouais. Une goutte dans une cuve, quoi. Ouais. Mais après, on est quand même, je veux dire, on a quand même fait des invests, on a passé 20 employés, on doit payer des salaires, voilà, donc on doit tourner. Oui. Mais on est très très loin de ce de ce que les gros groupes peuvent imaginer. Alors, on essaie toujours de transformer quelque chose de plutôt challenging d'un point de vue de l'état des lieux de la situation en une chance, en une opportunité. Donc, bien sûr, je dirais juste d'un point de vue de la structure de coût, nous, on a un truc qui est assez différent des autres. C'était que comme on dit souvent on est une microbrasserie, mais on a des macro-problèmes. Ouais. Parce qu'en fait, on a toutes les chaînes normales. Hein, donc, on a un logisticien, on a une équipe en logistique, on a une équipe de brassage, on a une équipe marketing, on a machin. Et on n'a pas du tout les volumes des gros. Donc, ça veut dire que la charge salariale sur nos produits est énorme. Mais par contre, du coup, ça veut dire que c'est la marge brute et les coûts de marchandises, les coûts des ingrédients qu'on utilise pour faire nos bières sont proportionnellement moins importants, quoi. Oui. Donc, on coupe jamais les angles par rapport à la qualité de nos produits. En fait, on s'en fout. Quand tu es un beaucoup plus gros groupe, tu dois faire attention à chaque centime de marge parce que tu dois optimiser en haut. Nous, c'est en bas où on doit se gaffer. En haut, c'est entre guillemets moins grave, quoi. Donc, on a déjà une approche qualitative et une histoire qualitative qui est très différente. Bien évidemment, on est vraiment authentique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dépenser des millions pour imaginer une histoire. Il suffit qu'on cause ou qu'on raconte ce qu'on fait. Ouais. Ça nous donne une histoire à raconter, une forme de relationnel avec nos clients qu'il n'y a pas à côté. Il n'y a jamais le CEO d'un grand groupe qui vient se poser au bistrot à Lausanne pour voir comment ça va. Ça, c'est un truc qui a une valeur que je ne peux pas transmettre, enfin que je ne peux pas expliquer, mais qui est là, qui est existante. Oui. Et ensuite, on essaye toujours de comprendre quels sont les problèmes de nos clients. Et puis, on n'a pas d'agenda où on essaye de placer un produit parce que c'est ce produit-là qu'on veut placer. Parce que c'est Noël ou parce que c'est machin. On s'en branle, en fait. Moi, mon truc, c'est que je veux qu'à la fin de l'année, tu me tapes sur l'épaule puis tu me dises « t'avais raison, ça s'est mieux passé parce qu'on a fait ci ou on a fait ça. » J'essaie de comprendre c'est quoi le problème du lieu ou c'est quoi la conséquence du fait que ça marche pas assez bien ou que ça pourrait peut-être marcher mieux. Et j'essaye de faire marcher mes produits pour l'établissement. Et je pense que ça, c'est une approche qui est très différente. C'est un win-win complètement. Ouais, et c'est pas forcément un vendeur, un commercial qui passe, qui remplit son carnet et qui a ses objectifs. Mais nous, les gens qui travaillent dans le commercial chez nous, on leur demande de faire ça de toute façon. Parce que moi, vendre un truc pour vendre un truc, ça m'intéresse pas, quoi. Il y a une histoire derrière, il y a quelque chose derrière. On a un produit et puis on en est assez amoureux. C'est la culture de votre histoire et de l'artisanal de complètement. En général. C'est pas étonnant. Mais comment est-ce qu'on s'en sort ? La difficulté qu'on a, la chance qu'on a, c'est que ceux qui s'en sortent mieux, ceux qui ont un petit peu plus de flexibilité financière, c'est déjà ceux qui s'en sortent mieux. Ceux qui s'en sortent mieux, ils sont moins sensibles à se faire appâter par le côté purement prix. Mais en plus de ça, ils ont le double avantage d'être des clients plutôt intéressants. Parce qu'après, oui, s'ils s'en sortent mieux, on va les faire aller encore mieux parce qu'on est convaincu que nos produits vont les aider, ce qui est souvent le cas. Du coup, ils se rendent compte de ça parce qu'ils sont assez pragmatiques. Et du coup, on devient ceux qui les ont amenés vers un business model un peu différent. Et du coup, ils se sentent assez proches de nous aussi par rapport à ça. Donc là où on n'arrive pas, c'est le lieu qui est super endetté, qui ne s'en sort pas du tout, qui est sur la descendante. Et en fait, il ne peut pas sortir, à part si on lui paye sa sortie. Ce qu'on n'a pas le droit de faire de toute façon, mais tu vois, si jamais le gars il doit payer un prêt, nous on va pas lui prêter pour qu'il paye son prêt, quoi. C'est pas possible, on peut pas le faire. Mais s'il est dans cette situation-là, alors on peut aider ton business model, mais on va pas te sauver. C'est pas d'un coup parce que tu sers de l'embuscade à la pression que tu vas faire x3 tes ventes. Ça va pas se passer non plus. Oui, on va avoir un effet multiplicateur, on va t'aider sur tes marges, on va t'aider sur plein de choses, mais pas magicien non plus, quoi. Donc, moi je regarde Cauchemar en cuisine des fois et c'est vrai que je vois tous ces restos qui sont dans des situations, resto, café, brasserie, enfin pas brasserie mais bar,
Et je me dis, putain, mais c'est presque une hantise, tu sais. Moi, je rêve de ça la nuit, quoi. Que je me suis lancé avec ma chérie ou avec mon frangin et qu'on a eu... Et que c'est le bordel. Ouais, non, et que ça coûte une blinde, quoi. Mais ouais, franchement, moi j'ai beaucoup de respect pour eux parce que je trouve que c'est un sacerdoce, quoi. Faut vraiment. Et puis il y en a qui font incroyablement bien leur travail, mais ça reste difficile. Même si tu t'en sors, ça reste un taf dur, quoi. C'est pas de cachet, quoi. Ouais. Et puis, en plus de tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les horaires, etc., le stress, tout ça, il y a comment avoir de la longévité dans cette industrie-là à travers différentes enseignes, différents projets. C'est vraiment une industrie tricky. Dis-moi, on va aborder, si t'es chaud, un petit sujet qui va, je pense, passionner beaucoup de monde, puisque tu vas nous donner les secrets de fabrication. Non, comment on fait de la bière, concrètement? C'est ma question, simplement. Bon, c'est assez simple. Tu sais faire du thé, tu sais faire de la bière en général. Ah ouais? Non, c'est pas aussi simple que ça, mais... tu as besoin d'une source de sucre qui va être en général qui va être un céréale ou une combinaison de céréales. Ouais. C'est des céréales qui sont souvent maltées. Donc la base de la base de la base, c'est de l'orge malté. Il peut être malté et ou torréfié et ou fumé. Tu peux faire plein d'assemblages en fait de céréales différentes. Donc tu pourrais faire une recette aussi simple qu'avec juste un seul type de malt dedans, et puis tu pourrais faire une recette avec 15 types de malt différents. Ça va te donner plein de choses différentes, mais voilà, ça c'est pour le côté sucre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas les briser, tu vas les concasser, ces grains, parce que tu as besoin d'accéder en fait au sucre qui est contenu dans le grain. Et si tu le laisses entier, tu accèdes à rien du tout, quoi. Ensuite, tu les fais tremper à une température donnée. Ça, cette étape-là... Elle est confidentielle? Non. Ça s'appelle l'empâtage. Historiquement, comme les grains n'étaient pas très bien maltés, donc quand je dis historiquement, c'est il y a longtemps. Maintenant, les malteurs, nous, on travaille beaucoup avec des malteries allemandes. Travaille avec des niveaux de précision qui sont excellents, et donc on n'a pas besoin de faire autant, si tu veux, de paliers de température pour travailler le grain. On peut travailler même avec du palier simple, même si on a souvent plusieurs paliers. Mais on va dire, voilà, tu fais une infusion à une température donnée de tes grains pendant, disons, 1 heure. Et puis tu mélanges le tout. Donc nous, c'est pas un gars avec la pale en bois, quoi. Ça, c'est une belle image de l'artisanat, mais on a un mélangeur. Parce que simplement, si on n'a pas un truc qui mélange tout le temps, tu as des poches et puis tu n'as pas un truc qui est homogène, quoi. Donc on a un mélangeur qui vient tourner tout ça. Et ça nous permet en fait d'extraire ce sucre qui passe du coup du grain au liquide. À ce stade-là, tu as ce qu'on appelle un mou, comme ce que tu aurais pour le vin, quoi. Et puis tu vas devoir le séparer. Donc ça, c'est l'étape de la filtration. En gros, on fout ça dans une grande passoire, quoi. Une passoire géante, si tu veux. Ouais, littéralement. Ouais. Non, mais ça, dans ce qu'on appelle un lauter, une cuve de filtration. Et puis on vient... Tu as un faux fond qui est filtrant avec des petits trous. Et puis, tu as tout ce mélange que tu viens d'avoir qui est posé ici. Puis, je ne sais pas si tu vois, quand tu cuis du riz, à un moment donné, si tu le cuis, tu laisses le riz absorber, tu vois ces petits trous à la surface, tu vois? Oui, je vois ce que... Ça fait exactement la même chose. Parce qu'en fait, au fur et à mesure où tu viens prendre par en dessous le liquide et tu le remets au-dessus, les grains, en fait, vont s'organiser d'une manière à créer des petits... comme des petits tuyaux, si tu veux, ou des petits passages. Exactement. Si tu vas comme un porc, tu bloques tout, là, c'est la merde. Donc, tu viens, en fait, clarifier le liquide, puis tourner comme ça au fur et à mesure. Et ensuite, une fois que tu as séparé ça, les grains, nous, on les jarte. Donc, en fait, on transfère dans une autre cuve, et puis les grains, on les évacue. Ces grains-là, ils peuvent être utilisés pour faire du biogaz ou du fourrage animalier. On a enlevé le sucre, mais il reste de la protéine, il reste des fibres, il reste toujours un peu de sucre. Et puis, ça a une valeur, quoi. Donc, on peut en faire quelque chose. Alors, nous, on paye pour l'évacuation, malheureusement, mais ça a une valeur marchande à la revente, quoi. Et puis, ensuite, on passe à l'ébullition. Alors, à la base, on passe à l'ébullition pour des questions sanitaires. Maintenant, ce n'est pas forcément le truc le plus important, mais on va surtout utiliser ça pour aussi rajouter du houblon. Donc, le houblon, c'est une fleur. Et on va l'utiliser pour 2 propriétés. La première, c'est amérisante. Et la deuxième, c'est aromatique. D'accord. Et puis, en fait, dans la fleur de houblon, si tu veux, tu as différents types d'huile. Pour avoir les propriétés amérisantes, tu vas laisser à ébullition au moins 30 minutes. Et on dit qu'à 60 minutes, tu as pressé ce qu'il y avait à presser. Il n'y a plus rien, quoi. Et puis, par contre, à contrario, les huiles aromatiques dans le houblon, après 30 minutes d'ébullition, il ne reste plus rien. Donc, elles sont assez sensibles en termes de timing.
Si tu les mets trop tôt dans le process, il reste rien à la fin. D'accord. Et puis, en fonction de la durée qu'elles passent à ébullition, elles vont donner des arômes qui sont différents. Et puis, bien évidemment, il y a toute une flopée de fleurs différentes. Donc, il y en a qui vont avoir un côté très, très vert, il y en a qui sont très sur le citron, il y en a qui sont très sur le fruit exotique, il y en a qui vont être sur les fruits à coque. Il y a plein de types de houblons différents. Et en fonction du temps d'exposition, ils vont en plus donner des expressions différentes en termes aromatiques. Et une fois qu'on a fait ça, on fait une forme de centrifugation, parce qu'il reste quand même tu vois, le houblon, typiquement, ça fait une espèce de pâte verte. Et on veut que ça se tasse au fond, puis qu'on n'en parle plus, quoi. Oui, sinon ça fait de la bière matcha. Exactement. C'est un peu ça, ouais. Donc, du coup, tu vas... Et en plus, c'est pas top pour la fermentation d'avoir une quantité énorme de houblon là-dedans. Donc, on va centrifuger. Et puis, le houblon va se mettre en bas. Ça fait ce qu'on appelle un gâteau. Donc, tu vois littéralement un tas vert en bas de la cuve. Et on vient prendre par-dessus avec une espèce de tuyau qui est juste au-dessus, en fait, de ce qui reste, et puis qui va passer par un échangeur à plaques qui va refroidir à température de fermentation. Donc, on amène ça typiquement de 100 degrés à entre 22, 23 et 12, 13 degrés pour une lager. Là, on va rajouter la levure. Et donc, la levure, en fonction de ce qu'on fait comme typologie de bière, on va utiliser aussi des souches de levure différentes. Donc, tu as des levures de fermentation. En fait, il y a plein de combinaisons possibles. Ça permet vraiment de bosser sur plein de... Et ça, en fait, je dirais, c'est la grosse particularité de la bière. Tu peux avoir une mauvaise récolte quand tu fais du vin, puis, entre guillemets, blâmer la météo ou quoi. T'as une mauvaise bière, tu blâmes le brasseur. T'es nul. T'es viré, quoi. Tu dégages. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je vois bien. Mais par contre, le côté très chouette, puis c'est le truc qui nous a toujours beaucoup intéressé, c'est que tu peux partir d'une idée et construire cette idée en revenant en arrière. C'est-à-dire que si demain, je veux une bière de ce type-là, je peux décomposer la bière en tant que telle, mentalement, et puis en fait remonter le process pour poser une recette qui va matcher sur cette idée-là. Donc il y a le côté créatif est très très fort dans la brasserie, parce qu'on part d'une idée et on revient à la recette. Et là où je pense que nous, on a une approche qui est très différente par rapport à beaucoup de grands brasseurs, c'est quand on a commencé, on n'a jamais suivi une formation de brasseur. On a appris sur le tas, on a lu des bouquins. Vous avez dû sortir 2-3 trucs assez marrants. Et du coup, on a fait des choses qui faisaient aucun sens pour un brasseur, on va dire, académique, mais parce qu'on n'avait aucun cadre. Bien sûr. Donc pour nous, de toute façon, il n'y a pas de cadre. Donc on sortait du cadre, quoi, vu qu'il n'y a pas de cadre. Et il y a des trucs qu'on a fait qui ont surpris certains brasseurs. Et puis, à contrario, nous, il y a des machins qu'on faisait. Puis d'un coup, quand on a vu... parce qu'on a travaillé avec aussi des brasseurs pros, quoi, vraiment des gens qui étaient de formation brasseur. Puis qui d'un coup, qui faisaient un transfert d'une certaine manière. Puis on était là, wow. C'est un peu comme si tu avais essayé de découvrir la brouette toi-même, tu vois, puis que tu as un truc tout pourri, puis un gars, il met une roue, puis tu te dis, ah putain, ça marche comme ça, en fait. Voilà. Donc, on a eu un peu les deux côtés. Ah, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Comment tu prépares, en fait, une recette? Est-ce que tu la testes? Est-ce que tu vas maintenant tout de suite dans le grand bain, j'allais dire, donc sous-entendu les cuves, etc. Tu peux faire du micro-échantillonnage, ça se dit, ou pas? Ou tu es obligé tu peux, de faire un peu all-in, quoi? Mais nous, on fait all-in à chaque fois. Ok, génial. C'est combien de litres all-in, si je all-in, chez nous, c'est 3000 litres. Oh, c'est pas mal. Ouais. Ça va, ouais. Ça fait beaucoup de mauvaises bières si tu la foires. Putain, mais... faut vraiment être mauvais pour complètement passer à côté avec l'expérience qu'on a maintenant, le nombre de bières qu'on a faites et tout. On va pas rater le truc complètement, quoi. On a une idée, on sait où on va. Ce serait beaucoup mieux de faire un test. Le problème, c'est que pour pouvoir faire un test, il faudrait avoir un équipement. Exactement. Pour tout, mini. Mais le même. Oui. Mais le même, tu vois. En fait, c'est juste tout divisé. Parce que le problème, c'est que... regarde, tu sais, genre, je sais pas, t'es pâtissier. On va prendre un exemple peut-être qui parle plus aux gens, quoi. T'es pâtissier, t'as un four à ta pâtisserie qui a un thermostat qui fait plus ou moins 0,5 degrés. Puis ton four chez toi, tu tournes le machin, tu vois, puis ça fait genre... c'est 200 degrés, puis là, je sais plus trop si je suis à 210 ou... Tu fais ton gâteau, il est incroyable. C'est quoi les paramètres? C'est quoi les paramètres de ton gâteau, tu vois? Donc moi, je fais une bière demain, elle est dégueulasse sur mon truc test. Est-ce que c'est parce que mes paramètres, je les ai pas bien contrôlés?
ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment pas les bons paramètres et ça va pas? Je suis incapable de dire. Donc du coup, je suis obligé d'avoir exactement le même système. Sinon, en gros, ça sert à rien que je fasse le test parce que je vais finir le truc, je vais dire ça va pas, mais de toute façon, je sais pas si je peux le refaire. C'est à peu près ça. Voilà. D'accord. Putain, c'est hyper intéressant ça. Ok, donc il y a un peu ce côté all-in, mais effectivement, il y a l'expérience qui permet cadre, de cadrer et puis d'anticiper les surprises. Et est-ce que... Et là, vraiment, je demande de l'honnêteté, mais après, tu dis comme tu veux. Est-ce que vraiment, ou quand est-ce que ça t'est arrivé la dernière fois de sortir un 3000 litres et de te dire « Putain, les gars, on est quand même un peu en dessous d'habitude. » En termes de qualité, de goût, ça arrive, en disant qu'on a chacun des attentes par rapport au produit. Et puis souvent, en fait, on n'a pas tous la même réaction par rapport à l'appréciation du produit. Donc, des fois, c'est moi qui vais être plutôt sceptique. Des fois, c'est quelqu'un d'autre qui va être plutôt sceptique. Ouais. Oui, c'est ça aussi, un peu les goûts, les couleurs. Quoi, donc, on doit discuter. Puis, à un moment donné, tu prends une décision de packaging et il est 7h du matin, tu viens de boire un café. Tu dois goûter une IPA à 8%. Est-ce qu'elle est bonne, elle est pas bonne, j'en sais rien. On se revoit dans 10 heures, quoi. Mais voilà, ça, des fois, c'est des moments qui sont un peu difficiles, surtout s'il y a un doute. Donc, ça arrive tout le temps. Mais c'est subjectif, quoi. Donc, c'est là où c'est un peu difficile et c'est là où on a besoin d'être plusieurs et d'être bien réveillés pour prendre une décision par rapport à ça, quoi. Vous êtes... qui a un peu ce pouvoir décisionnel? Est-ce que parmi vous trois, il y en a un quand même... En qui vous faites un peu plus confiance au palais? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent aussi goûter avec un avis un peu plus pro? Je veux dire, parce que bien sûr, on peut faire goûter les potes, la famille, tout ça. Mais non, alors en réalité, on va jamais demander l'avis à un externe. Je suis même pas sûr que ça soit par arrogance ou quoi. Mais c'est juste parce que c'est en gros pas possible, quoi. On a clairement des gens en interne, Kouros notamment. Kouros qui est mon cofondateur, puis qui a vraiment toute la partie opération, production, etc., qui a plus ou moins tout le temps le dernier mot. Après, moi, j'aime bien mettre mon nez là-dedans. Et ton palais? Et mon palais, parce que j'aime bien voir comment ça évolue. Mais franchement, on a plein de gens en interne, côté production, passablement, mais aussi côté commercial, et aussi un peu partout, en fait. On a beaucoup de gens qui aiment beaucoup la bière chez nous, et puis qui sont capables de donner un avis assez... informé et assez valable par rapport à l'appréciation d'une bière, quoi. C'est mieux d'aimer la bière, ou en tout cas de s'y intéresser quand on bosse chez les bulleuses, j'imagine. Personne ne doit boire. Par contre, on estime que tout le monde doit au moins être intéressé par le processus, ce qui se passe, etc., quoi. On ne vend pas des brosses à chiottes, quoi. Donc, voilà, exactement. Sachant que même si on ne boit pas d'alcool, on peut quand même goûter des bières. Yes, absolument. Ça, on va en parler. Et pour faire cette transition, je te pose juste une question avant qui fera un peu le lien entre la production, la surprise parfois de ce qui va sortir et la partie sans alcool. Est-ce que des fois, ou dans les débuts, tu as des souvenirs de moments où vous avez brassé de la bière, vous l'avez bu et vous vous êtes dit « Putain, on pourrait coucher un éléphant avec une gorgée » parce qu'elle est costaud ou pas? Est-ce que vous avez vraiment un contrôle là-dessus? Aujourd'hui, oui, mais dans les débuts, est-ce que vous vous êtes fait un peu surprendre? On a fait de la merde des fois. Clairement, on a fait des pétroles, on pensait que c'était pas ça, quoi. Au tout début, au tout début, je me rappelle, on avait une bière qu'on appelait la Namur Express, qui était une bière typée belge, donc t'as un côté levuré qui est assez fort, épicé. Donc on utilise une souche de levure qui donne justement ces esters épicés au produit. Il n'y a pas d'épices dedans, mais c'est généreux, quoi. Et c'était une bière, je ne vais pas te dire de conneries, mais de mémoire, c'était un truc qui était censé taper à 6,5 ou 6,7%. Qui est fort, mais pas non plus. Et on en a vendu c'était en 2014, j'avais même pas. Le premier batch, on l'a sorti et ça a été pas mal pris au bar de l'université à Lausanne, au bar de l'Uni, la Zelig. Et on avait un pote qui travaillait là-bas, c'est dire à quel point il était jeune. Et qui nous dit, putain, mais tout le monde est couché, quoi, avec ce truc, quoi. Je dis, bon, ça va, elle est à 6,5 et tout. Et en fait, on avait mal géré la fermentation de cette bière-là, et puis elle était allée passablement plus loin. Donc la bière était plus proche de 9 que 6,5, tu vois. Ouais. Et donc les gens, ils disaient, j'en prends 2-3, ça va, tu vois. Genre, peut-être je prends 2-3 bières à 9%. C'est pas la fameuse année où il y a eu 45% de taux d'échec Je suis pas au courant de cette théorie. Non, mais c'est vrai, putain, c'est incroyable. Tu prends 3 bouteilles de 33 à 9%, tu t'es pris une bouteille de rouge, en gros, quoi. Oh la vache. Donc, mais sans
sens vraiment le savoir, en fait. C'est juste que ça va cogner d'un coup. Bon, alors après, en prenant un truc à 6%, si tu en prends 3 bouteilles, de toute façon, tu partais pas du principe que tu allais courir à 100 mètres derrière, quoi, tu vois. Donc, mais il y avait quand même un effet surprise, quoi. Il y avait un petit effet waouh chez les consommateurs. Sur la bière, ça surprend. Quand tu es entre 8-9, ça cogne. Ça va vite, ça va vite. Du coup, 8-9 ou 0, puisque vous avez... alors, il y en a combien? Il y a une bière, on a 2 bières sans alcool. Il y a 2 bières sans alcool qui sont... Quelle couleur? C'est blonde, on a une... Oula, on peut avoir un gros débat sur la couleur. Parce que nous, on n'aime pas utiliser les couleurs pour définir la bière. Tiens, on peut en parler alors. Mais tu veux que je réponde d'abord à ta question sans alcool? Je t'en prie, on fait la question sans alcool, après on vient sur la couleur. Ok, ça marche. Donc en fait, nous, aujourd'hui, on a une IPA sans alcool, donc qui est vraiment typée houblonnée. C'est un style qui s'y prête très bien, parce que il y a un côté... mince, comment on dit... le houblon ne rapporte aucun sucre, il apporte de l'aromatique, et du coup, dans le contexte d'une bière sans alcool, ça marche bien. Parce que ça rajoute de l'arôme sans charger en sucre, et du coup, c'est ce qu'on cherche. Et on a une VIT, donc VIT WIT. C'est pas vraiment une VIT, hein, donc aujourd'hui, on a une VIT traditionnelle belge avec écorce d'orange et graines de coriandre, qu'on fait évoluer sur une VIT différente. On a un projet collaboratif avec le chef Danny Kézard qui est au Bayview à Genève. Et puis là, en fait, on a fait évoluer la recette et maintenant, on a tout un tas de fruits secs en fait, en infusion, mais qui donnent un côté thé froid pêche. Et donc, c'est vraiment une vite, mais très typée sur la pêche, en fait. Et voilà, c'est les 2 produits qu'on a sans alcool aujourd'hui. Et c'est pas des 0,0. Hein, c'est en gros, on garantit moins de 0,5. Exactement, on garantit moins de 0,5. Mais c'est pas des 0,0. Il y a une vraie fermentation qui prend place. Oui, c'est vrai, mais parce qu'aujourd'hui, tu as des bières qui sont vraiment à 0,0, qui sont faites, je crois que Corona en fait une, non? C'est pas ça? Alors Corona en fait, HK en fait, Heineken en fait. Ça demande un processus de... Tu as 2 manières d'arriver à un 0,0. Soit tu fais une déalcoolisation. Donc, en fait, tu vas enlever l'alcool d'une bière. Puis là, tu peux enlever le 100%. D'accord. L'autre possibilité, c'est de ne pas faire une bière, de ne pas faire de fermentation. En fait, de faire une espèce d'infusion, une espèce de sirop, de gazéifier le truc. Et pour moi, en fait, là, il y a la définition de est-ce que c'est une bière? C'est une bière recomposée, c'est plus vraiment une bière. C'est une imitation sans alcool, on pourrait dire vulgairement. Et donc, c'est pour ça que tu es à 0,0, parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment... Il n'y a rien de fermentation. Mais si fermentation, forcément, il y aura des résidus d'alcool. C'est ça. En tout cas, c'est dur d'être à... Ok. On n'a pas les couleurs, juste avant. Et j'ai senti qu'il y avait les choses à dire. La couleur, c'est un sujet... D'ailleurs, ça a toujours été un sujet un peu de discorde en interne. Dans la langue française, on utilise beaucoup les couleurs pour définir les styles de bière, alors qu'en réalité, il y a quelques exceptions à cela, mais c'est du bullshit. C'est-à-dire qu'on a des styles et puis on appelle les bières par les styles et puis c'est tout, quoi. Donc dire une bière blonde, on définit la couleur par blonde. Dans la tête des gens, quand ils pensent à une blonde, ils pensent à une lager. Mais je peux te faire n'importe quelle bière qui soit blonde. C'est pas une blonde, c'est pas un style de bière. Il y a la blonde ale qui est une blonde de type de fermentation haute, où il y a tout un type. Enfin, il y a plusieurs types de bières qui rentrent dans cette catégorie-là, mais ça définit en rien. On parle de bière blanche, et puis si on veut être vraiment correct, la bière blanche, c'est une bière qui utilise du blé. Mais tu peux faire une blanche qui soit noire. D'accord. Je peux faire une bière au blé noir, quoi. C'est pas un problème. On l'a fait déjà. Et ça, c'était juste notre côté provocateur. En 2000, on avait une bière blanche avant qu'on fasse la Moonshine, qui est notre VIT, donc notre blanche typée belge. On avait une Hefeweizen, qui est le style blanc mais allemand, qu'on appelait Überweiss. On a commencé à la faire en 2015. Et puis justement, il me cassait tellement les couilles tous avec cette histoire de bière blanche, machin. On a dit, bon, tu sais quoi, on va la faire, mais noire. Et puis, sans rien dire, on a dit, on va pas l'appeler Überweiss, on va l'appeler Überdunkel. Et puis, au milieu de la saison, quand il sera l'hiver, on va la swapper pour celle-ci. Donc, les gens commandaient de la blanche, ils recevaient de la blanche, mais elle était noire. Alors, bon, là, personne n'a compris le trip. Mais fondamentalement, c'était assez difficile de faire la différence entre les deux. Je te faisais un blind test entre les deux. Tu n'étais pas forcément capable de dire laquelle était laquelle. Il y avait un côté, bien évidemment, si tu avais un palais éduqué et tout, tu aurais chopé la torréfaction, tu aurais chopé des choses comme ça, mais c'est pas flagrant. Tu as toujours ce côté banane que tu retrouves dans les bières blanches typiques qui était là, quoi, parce que c'est une bière blanche, en fait. Donc c'est pour ça, c'est un espèce de raccourci qu'on utilise,
mais qu'on utilise, alors je ne pourrais pas parler pour les autres pays, mais qu'on utilise de manière très claire en français, mais qui ne veut pas dire grand-chose, quoi, qui est pas juste, quoi. Donc, je sais aujourd'hui, quand les gens me demandent une blonde, je sais ce qu'ils cherchent. Quand ils me demandent une blanche, je sais ce qu'ils cherchent aussi. Mais c'est juste que c'est pas la bonne terminologie. Là où on a un peu évolué, c'est qu'au début, on était complètement dans le confrontationnel. C'est-à-dire que c'était typiquement le coup du beurre d'uncle, où en gros, tu sais, c'est genre, t'as pas compris, puis en fait, prends ça dans ta tête. Et puis aujourd'hui, on est là, bon, en fait, ça, c'est pas un mode éducatif qui marche très bien avec le consommateur. Non. Donc, on préfère, en fait, aller petit à petit, puis se dire, peut-être que nous, si on continue dans notre travail, et puis avec d'autres acteurs qui sont aussi dans la bière, peut-être que dans 20 ans, en francophonie en général, en tout cas dans la partie européenne, les gens commenceront à appeler les bières par leur bon terme. Et on voit qu'il y a déjà une différence, parce que tu viens il y a 10 ans en arrière à Lausanne, les gens disaient genre une pression. Maintenant, les gens demandent qu'est-ce que tu as à la pression, quoi. Et ça, juste ça, c'est une différence qui est énorme. Oui, c'est vrai. Donc, il y a quand même une progression, etc. Et je pense que nous, bien évidemment, on regarde ça par le prisme de notre activité, puis on est obsédé par ce qu'on fait. Bien sûr. Mais on doit être un peu patient, quoi. Donc, on le fait un peu différemment. On essaie d'être plus subtil. Très bien. Justement, on parle un petit peu des bières, donc couleur ou non, en tout cas différents types de bières. Comment vous fonctionnez, vous, au niveau des gammes ? Vous avez des récurrents, un peu des marronniers qui viennent, par exemple, toutes pour la bière de Noël, ce genre de choses. En plus de ça, il y a des régulières, c'est quoi un peu le plan ? Comment ça fonctionne chez la nébuleuse au niveau des gammes ? Voilà. Ouais, alors on a une gamme de bières annuelles qu'on a, comme le nom l'indique, de manière assez peu surprenante toute l'année. Toute l'année, incroyable. Et puis par-dessus, on a toujours fonctionné avec ce qu'on appelait des brassins éphémères. On n'a jamais voulu que ce soit vraiment vu comme des brassins saisonniers. Pareil, aussi parce que ça nous cassait les pieds de dire celle-ci, il faut la consommer de janvier à mars. C'est quoi ? C'est Jacadi. En avril, non, je ne peux plus la toucher ou quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. Oui, je comprends. Donc non, on fait les éphémères, bien évidemment. On essaye de ne pas faire des trucs débiles, quoi. On ne va pas sortir un gros pétrole en plein mois de juin. On essaye de faire des trucs qui font du sens. Mais on vient mettre des éphémères par-dessus. Des fois, c'est 3, des fois, c'est 4, des fois, c'est 6. Il y a eu une période où on était très fast dessus. On en a fait jusqu'à une dizaine par an. OK. J'aimerais bien qu'on en fasse plus. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait probablement un marché un peu plus large. Tu fais mes transitions, c'est magnifique. Ouais, parce que je l'ai pas fait dans ce sens-là, mais parce que c'est vrai que c'est des produits qui sont plus pointus et du coup, c'est pas des produits qui sont forcément grand public et tu as besoin d'un bassin de population qui est plus large où tu as des gens qui sont prêts à chercher des trucs un peu spécifiques ou quoi qui peuvent aller. Et aussi d'un point de vue distribution. Si les gens ils viennent à ta brasserie et puis ils vont vouloir des trucs un peu spéciaux et tout, mais quand ils vont au bar, c'est pas forcément le cas. Ouais. Alors en parlant justement d'avoir un bassin de population peut-être plus important, première question, c'est le type de distribution. On a beaucoup parlé Horeca. J'aimerais avoir un peu une overview de ce qui est prévu niveau distribution grande surface peut-être, magasin, canettes, etc. Ouais. Et puis aussi, je crois qu'il y a un projet de repousser un petit peu les frontières, retour aux origines, puisque vous allez faire un tour en France, c'est ça l'idée ? Ouais, ça fait en vrai la France en fait, on y vend depuis 2014. Hein. On n'a jamais. Ah ok d'accord. On a jamais. En fait, on a toujours vendu en France. Quoi. Ok d'accord. Mais ça n'a jamais été quelque chose de substantiel. Ouais. Ouais, nous, on a été résolument, je dirais, roman pour le moment. Ça a toujours été notre focus. Et, je dirais l'abord du Léman, et puis en bougeant sur le Valais, et puis vers Fribourg. Mais on a été très concentré en Romandie en général. Aujourd'hui, Lausanne, ça représente toujours... ça représente plus de 30%, presque 40% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même super dense. Mais c'est clair qu'on a de la demande qui grossit un peu de partout. Et puis... la France, parce que aussi, moi, je suis franco-suisse, donc j'ai aussi un intérêt, ça m'intéresse de regarder le côté français. Et je pense qu'on a clairement une carte à jouer, parce ça fait très longtemps qu'on est sur la scène brassicole côté français. Fatalement, on a beaucoup de points communs avec nos voisins. Alors, avant que je vende beaucoup de choses aux Belges, même si jamais j'adore les Belges, ça va être compliqué, parce qu'ils ont quand même leur a priori sur ce qui est une bière et comment... Enfin, voilà, c'est un peu comme vendre du vin à un Bordelais, c'est compliqué. Compliqué. Va vendre du Bourgogne à un Bordelais. Voilà, ça, c'est pas simple. Voilà.
Moi, j'ai grandi en Bourgogne. Bah voilà, tu vois, genre. Donc mais va vendre un Bordeaux, Oui. Ça marche aussi, ça. Ouais, c'est un peu compliqué. Après, bon, on aime le bon vin, les deux. Ouais. Non. Tu peux y aller. On taquine, quoi. Mais oui, pour la Belgique, tu as raison. Donc, peut-être plus une carte à jouer sur la France. Donc, ça veut dire quoi? C'est mettre le pied un peu plus avec du particulier en direct sur de la grande. Alors, on va commencer. C'est quoi le plan? On va commencer comme ça. Donc, on a notre. On va commencer. On va changer un petit peu les approches. On a notre e-shop qui s'ouvre côté France aussi. Génial. Donc, ça va s'ouvrir là. Puis, c'est à partir de novembre. Vous allez brasser là-bas? Non, vous allez tout faire c'est fait en Suisse. C'est le même processus que ce qu'on fait avec le reste. Okay. On a dû trouver une solution logistique pour pouvoir facilement faire ça. Mais en fait, on est. Il faut laisser un carton au douanier. Voilà. On n'a pas essayé ça encore, mais peut-être on aurait dû. Ils vous demanderont, t'inquiète. Ça viendra d'eux. Mais bon, voilà, quoi. On est accolé à la France, on est juste à côté. Et après, logistiquement, la France, c'est toujours un peu particulier parce que tu dois passer par Paris, dans quasiment tous les cas. Donc, du coup, on a trouvé un entrepôt à Paris, parce que on simplifie un petit peu le truc. De toute façon, ça va devoir passer par là d'une manière ou d'une autre. Et puis, je pense qu'on va voir comment ça se développe, mais on est assez enthousiaste par rapport à la réception. Et je pense qu'on a. Voilà, déjà, on partage la langue et puis et je pense qu'il y a une réception qui devrait être assez bonne. Puis il y a une culture commune en plus pour eux. Alors, c'est pas toujours apprécié ici en Suisse, mais parfois ils voient un petit peu la Suisse comme une province un peu éloignée où ça parle aussi français. Voilà, ce qui est un peu pas toujours sympathique pour nous, mais dans l'absolu, je veux dire, pour faire des affaires, ça peut être aussi intéressant, surtout sur un créneau comme celui-ci qui est de la bière artisanale. Se dire voilà, enfin, je veux dire, en France, on consomme beaucoup de bière belge, on se réjouit de la bière belge, en bière suisse, si on peut découvrir et s'en mettre un peu plus, je suis sûr que ça va plaire en tout cas. Aussi, il y a une autre question, et puis on arrivera gentiment à la fin, ça va faire presque 1h30 qu'on discute. Et j'avais une question sur les partenariats que vous avez aujourd'hui en Suisse. Vous passez par des events aussi, on vous retrouve un petit peu sur du festoche, tout ça. Beaucoup. Ouais. Les événements, c'est compliqué dans le sens où c'est clairement pas rentable pour nous. C'est un truc qui est super dur. Branding, voilà. Mais pour nous, en fait, ça fait partie du ciment social. Nous, on est un ciment social et les événements, ça l'est aussi. Ça fait partie de la vie des gens. En Romandie, on est ultra dense sur les festivals. Il y en a énormément, que ce soit du sportif, de l'artistique. Il y a une densité qui est dingue. Et puis, nous, dans notre vision d'être une bière qui est vraiment romande, qui est ancrée aussi dans le contexte local, faire partie de ces événements-là, c'est quelque chose qui est quasi une nécessité, puis qui nous fait plaisir aussi à nous, parce que nous, on est aussi des consommateurs, si on veut, de festivals, d'événements, etc. Donc, vous étiez avec qui, ou vous faites qui l'année prochaine, tu sais déjà? Tu peux dire pour les festoches ou... Les grands noms, nous, le truc un peu clé à Lausanne, c'est le Festival de la Cité, quoi, qui est quand même un gros morceau, en termes de volume, en termes de scène, en termes de comment dirais-je, de partenariat, de visibilité, de tout ce qu'on veut, quoi. Alors, c'est quand ça déjà? C'est la première. Typiquement, c'est la 1er de juillet, quoi. Et puis t'as, en gros, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que tu fais environ 120 000 participants en 3-4 jours. Ah oui. Enfin, en 4-5 jours plutôt. Et de la bière. Ouais, ça fait beaucoup de bière. On livre en citerne, on fait les allers-retours. Enfin, pour nous, c'est un moment vraiment particulier. C'est cool, c'est génial. Parce que c'est chez nous, on fait les allers-retours à pas d'heure le matin ou le soir pour ramener les cuves. Et en même temps, on est assez proche du staff, on connaît beaucoup de gens sur place. Et c'est vraiment un moment privilégié. Ouais. C'est un peu toute la brasserie et en fait, mais chaos, quoi. Donc ça, c'est le gros truc. Tu me fais penser à quelque chose et je pense qu'on arrivera au bout gentiment sur ça. As-tu déjà entendu parler de l'installation bière au Hellfest? Il paraît que c'est un truc de dingue. Il paraît que c'est un truc de dingue. Mais je crois que c'est peut-être... Je me demande si c'est pas le festival avec la plus grosse descente de bière en Europe, c'est possible. Il y a de grandes chances. Ouais, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. En gros, tout est canalisé, etc. Enfin, la canalisation souterraine, annuelle. Ouais. Les smirmorques, donc c'est carrément les citernes qui viennent se brancher au cul. Et juste avant d'installer ça, j'avais vu une interview il y a quelques mois où c'était une dame qui parlait, qui expliquait qu'en moyenne, ils changeaient les fûts toutes les 7 minutes.
avant de prendre la décision de dire ok, on va se mettre directement au cul du camion parce que c'est invivable. C'est quand même voilà. Donc on vous souhaite ça pour l'île de la Cité, enfin le festival de la Cité. Non, on va pas y arriver, c'est sûr, mais ouais, non, Hellfest, ça a la répute d'être un truc de dingue. C'est un truc de dingue, non, c'est clair. Les métalleux, ils sont pas là pour boire du lait fraise. Donc, non. Et puis elle est pas mauvaise en plus, il paraît là-bas. Alors moi, j'en ai pas bu parce que j'étais cette année, je bois plus d'alcool, j'ai plutôt tourné au Red Bull cette année-là. Mais il paraît que voilà, ils évitent la pisse d'âne. C'est comme ça qu'on dit parfois dans. Mais c'est ça. Nous, dès qu'on a des, par exemple à Lausanne, on est avec les Dogs, qui est une salle de concert. Ah bah oui, Lausanne, bien sûr, les Dogs. Ouais. Je peux te garantir qu'il n'y a pas le même débit quand tu as une soirée électro que quand tu as un groupe de métal qui vient jouer. C'est un truc de dingue. C'est du simple au quadruple, quoi. C'est assez violent. T'écoutes un peu de musique, toi? Ouais. Beaucoup trop de choses pour pouvoir les lister aussi. Okay, mais je suis très large, quoi. Très large. Arthur, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi. Est-ce qu'il y a un dernier truc, un sujet que tu veux peut-être aborder, qu'on pourra réintégrer, voilà, ou est-ce que on a parlé de beaucoup de choses? C'était chouette, vraiment. Fantastique. Il ne faut pas hésiter à nous suivre parce qu'on est toujours assez ouvert sur ce qu'on fait, donc on n'a rien à cacher. Je pense que ça fait partie du charme aussi de la boîte, quoi. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour voir ce qu'on a à raconter et à montrer, quoi. Ok, full transparency, parfait. Bon, c'était un plaisir, à très vite. Salut. Merci, ciao. Salut.